À 6h16, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et cette image d'Alep en ruine, accompagnée d'un constat sans concession en une de Libération. L'Europe et l'ONU meurent aussi à Alep. Passivité, soumission au pouvoir de Bachar el-Assad. L'action des Nations Unies sur le terrain est unanimement critiquée par les associations d'aide aux civils, écrit Libé. Autre façon de prendre le problème en une du Monde, Syrie, l'Europe impuissante face à Poutine. L'éleveuse qui fait la une de la Croix semble pleine de bienveillance envers la vache qu'elle caresse, mais elle a aussi l'air fatiguée, lassée. Cette femme illustre parfaitement le titre du quotidien, des éleveurs en détresse. Il n'y a pas eu d'annonce hier au terme du Conseil européen. Du coup, les agriculteurs sont encore plus dépités, écrit aujourd'hui en France. 3 mois après les attentats à vos journaux, ils reviennent largement avec force témoignages. Ainsi, dans 20 minutes, celui d'une mère qui a perdu sa fille et veut se rendre au concert des Eagles of Death Metal ce soir sur les traces de sa fille, dit-elle. Beaucoup de papiers aussi sur la menace. Toujours là en une de Direct Matin. Le Figaro titre lui sur la police qui attire les jeunes comme jamais. Ils seront 35 500 à tenter leur chance au prochain concours de gardien de la paix. Un record, un phénomène inédit d'héroïsation, décrypte le chercheur Jean-Marc Bellière, qui note que l'assassinat du policier Ahmed Berabé en pleine rue par les tueurs de Charlie Hebdo a eu l'effet d'un électrochoc. Les images des colonnes d'assaut qui foncent dans l'hypercachère en risquant leur vie pour sauver celle des autres ont achevé de bouleverser les esprits. Et l'historien de se souvenir, toujours dans le Figaro, que la seule fois où la population avait crié « Vive les flics » avant, c'était les 24 et 25 août 1944, lors de l'insurrection des gardiens de la paix contre les nazis. Céline Kallmann, la presse régionale avec vous. Quelles sont les 3 unes de la presse régionale donc, qui ont attiré votre attention ce matin? On retient notamment Corse Matin avec ce titre « Reims-Bastia, la justice bafouille, Corté s'embrase ». De nouveaux affrontements se sont déroulés hier soir. 2 personnes ont été interpellées. La Charente Libre, elle titre sur la montée des eaux. Depuis le début du mois, il est tombé beaucoup plus d'eau que d'habitude en Charente. Résultat, ça déborde. La Drône est en vigilance orange. Enfin, à la une de Nord Littoral, encore une manif à Calais. D'anciens militaires débarquent samedi en soutien aux Calaisiens. L'histoire du jour est celle d'un couple au courage héroïque, c'est à dire dans Sud-Ouest. Oui, dans la nuit de dimanche à lundi, un trentenaire s'est jeté à l'eau pour sortir un père et ses 3 enfants. Peu avant minuit, Emmanuel rentre avec sa compagne Julie depuis Bayonne en voiture et il voit un véhicule en train de zigzaguer et de faire des coups de frein. Le réflexe d'Emmanuel et de son ami est le bon, appeler la police, mais aussi suivre cette voiture. On voyait qu'il allait percuter quelque chose, une voiture, un arbre, raconte le jeune homme. Seulement la voiture ne percute rien, elle tombe dans l'eau. Emmanuel ne sait pas nager. Pourtant, quand il voit la voiture s'enfoncer dans le canal, il ne réfléchit pas, il se lance dans l'eau glacée à la force des mains et des pieds. Il réussit à ouvrir la portière du véhicule. À l'intérieur, un papa de 35 ans et ses 3 enfants. Il réussit à les sortir l'un après l'autre, aidé de sa compagne qui prend ensuite les enfants dans ses bras. Et puis le père est à son tour sorti de l'eau. Son haleine sentait l'alcool, raconte Emmanuel. Le sauvetage a duré 10 minutes à peine. Le père de famille raconte alors aux policiers et pompiers arrivés sur place qu'une 5e personne conduisait la voiture, mais le véhicule est vide. Le parquet de Bayonne n'a pas souhaité communiquer sur le cas du conducteur. Le sauveteur, lui, pourrait se voir attribuer une médaille d'honneur, évidemment, pour son acte de courage. Il faut absolument. Bravo en tout cas à Emmanuel et à sa compagne Julie, c'est-à-dire dans Sud-Ouest ce matin. La presse internationale. Alors c'est moins brillant, Jean-Philippe Ballas, ce matin. On va en Israël avec un ex-premier ministre en prison. Et pour prendre la mesure de l'événement, le bruit que vous entendez derrière moi, impressionnant, ce sont les crépitements des appareils photo. Non, c'est hier matin à l'entrée d'une prison près de Tel Aviv et c'est le moment où Ehud Olmert se présente. Alors l'image est lointaine, elle est brève mais elle est passée en direct puis en boucle sur toutes les chaînes israéliennes. Je vous décris la scène. Ehud Olmert de dos, il descend d'un 4x4, un homme l'escorte jusqu'à la porte, un gardien ouvre, Olmert disparaît, c'est court mais le symbole est très fort parce que c'est le début d'une peine de 19 mois ferme pour des pots de vin reçus à l'époque où Ehud Olmert
Olmert était maire de Jérusalem de 93 à 2003. Et il est aussi condamné pour entrave à la justice. Alors, peu de temps avant d'être enfermé, il a enregistré une vidéo dans laquelle il dit avoir le cœur lourd et rejette encore une fois les accusations de corruption. C'est un discours qui ne convainc guère le quotidien Haaretz, le journal qui ne cache pas sa satisfaction. La loi a été respectée. D'ailleurs, le journal, c'est intéressant, note qu'Israël vit une situation totalement inédite dans le concert des démocraties, puisque Olmert n'est pas le seul politique de haut rang derrière les barreaux. L'ancien président Moshe Katsav est en prison, lui aussi, condamné pour viol et agression sexuelle. Comme on pourrait se dire que finalement, c'est le signe d'une bonne santé, d'une justice indépendante en Israël. Ou d'une mauvaise santé de la classe politique. Voilà, alors on peut dire aussi que les artisans de cette mise en prison sont encore trop peu nombreux et ont trop peu de moyens. C'est ce qu'estime Haaretz. Olmert et Katsav sont à l'ombre, mais c'est vrai, Thomas, le système qui a permis leur crime, ce système n'a pas vraiment changé finalement. Alors certes, c'est une victoire, estime le journal, mais elle est encore trop fugace. À lire donc dans la presse israélienne ce matin. Axel de Tarlet, le gouvernement serait prêt à tester la concurrence sur les trains de nuit. C'est une information étonnante des Échos ce matin. Exactement. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà pris des trains de nuit. Voilà, on a tous pris. La couchette. Voilà, mais on le prend de moins en moins. D'abord parce que les couchettes vieillissent, le matériel vieillit, est bien amorti, la literie. Vous, il vous faut un plus bon matelas, sinon vous n'y allez pas. Non, mais le matériel a 30 ans. Donc il y a 30 ans, c'était agréable. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, vous voyez. Et puis, donc, les trains de nuit, ça n'est plus que 3% du trafic intercité, mais 25% des déficits. C'est pour ça que la SNCF et surtout le gouvernement qui comble ces déficits s'interroge et envisage donc de confier à des opérateurs privés le soin de faire rouler ces trains de nuit qui sont très déficitaires. Alors, le privé, vous allez me dire... Les syndicats vont accepter ça. Voilà, c'est le chiffon rouge parce que pour l'instant, la SNCF n'est pas concurrencée par le privé. Néanmoins, si on dit aux syndicats, oui, mais l'alternative, c'est la fermeture, parce que c'est ça qui se dessine. Il y a plusieurs lignes qui sont menacées, je les ai là sous les yeux, Quimper, Nantes, Bordeaux, Cerbère, Clermont, Lyon, Nice, Marseille, tout ça en train de nuit, Reims, Dijon, etc. Donc, ou bien alors remplacé par des cars. Ça, c'est l'autre idée, c'est de dire la nuit, on va faire rouler des cars, par exemple entre Bordeaux et Clermont, ou Clermont-Béziers, ou Hendaye, Toulouse, tout ça, ce serait des cars. Donc, les syndicats pourraient accepter, plutôt que la fermeture, c'est-à-dire plutôt que le néant, d'avoir des trains privés. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'en général, les opérateurs privés, ils s'attaquent aux meilleurs morceaux, au Paris-Lyon. Là, on va leur donner les plus mauvais morceaux et on va leur dire débrouillez-vous avec ces trains où il n'y a personne de nuit. On va voir si vous arrivez à faire revivre un petit peu ces trains de nuit que nous prenions auparavant. Petit sondage pour ceux qui nous écoutent et pour vous tous. Qui n'a jamais emprunté durablement un drap SNCF dans un train couchette ? Ah oui, j'en ai un à la maison. Voilà. Un sac à viande. Oui, c'est très pratique. C'est moi qui ai creusé le déficit de la SNCF. Je passe aux aveux aussi. Ah mais moi pas du tout. Je sais même pas de quoi vous parlez. Les trains de nuit, c'est des souvenirs de service militaire, c'est absolument terrible. Ça tombe bien. Quelle transition, parce que ce soir, 20h, on va croire que c'est préparé. 20h55 sur M6. Garde à vous. Pas du tout. À vos commandements. Garde à vous. Colonel Soto, la nouvelle... Ben non, c'est moi qui dois vous appeler chef. Ça marche pas. Je suis pas très bon en armée. La nouvelle télé-réalité d'M6 débarque ce soir. Alors, c'est 19 jeunes recrues qui ont accepté de partir au fort de Charlemont, c'est dans les Ardennes, pour vivre pendant 3 semaines au rythme du service militaire, mais façon années 70. Alors, au programme, discipline, effort, corvée, vie de camp plutôt spartiate, pour des jeunes un peu tête à claque quand même, qui sont placés sous l'autorité de Marius, qui dit le patron, c'est un ancien des commandos. Et le premier coup dur pour ces jeunes, c'est la confiscation, devinez quoi ? Des portables. Ça fait mal au cœur. C'est le seul moyen d'être en contact avec ma famille, avec mes amis, avec les filles aussi forcément. Et j'espère qu'il y en a un qui a réussi à planquer un téléphone, qui est de le garder dessus pour qu'on puisse communiquer, sinon c'est plus possible. Évidemment, ils vont y arriver, je vous le confirme. Alors, s'ensuit la confiscation des produits de beauté, des fringues, les séries de pompes dès qu'il y en a un qui sort du rang, et surtout l'apprentissage du respect de l'autorité. Je suis le patron, on m'appelle patron. Exact. C'est clair ? Oui, monsieur. Donc oui, c'est oui patron, oui patron, oui patron. Oui, monsieur. Que ça rentre par une oreille, que ça reste pas coincé dans un labyrinthe qui arrive jusqu'au cerveau et que ça monte direct. Oui, patron. C'est clair ? Oui, patron. En petite foulée là-bas. Et là, on en est qu'à la 3e heure dans le fort. Mais l'épreuve la plus difficile au cours des 24 premières heures fut la coupe de cheveux. Un carnage qui a été assuré par 2 supérieures tondeuses à la main. Analyse d'un candidat. C'est vrai que le gars qui coupait derrière à gauche, il était bon. Mais alors le bras cassé à droite là, lui il a pas été à l'école en fait. Il manquait quelqu'un, ils ont pris le boulanger, ils lui ont dit allez viens gros prends une tondeuse. Mais les dégradés, il a coupé Thomas. Il
frère, il avait des trous sur le crâne. Tellement il a des trous, tu peux jouer au golf sur sa tête, le type. Alors, soit on regarde ça vraiment comme une émission qui est destinée à réhabiliter les services militaires, comme le souhaitent d'ailleurs 70% des Français, et c'est plutôt loupé parce que c'est très caricatural. Il y a une voix off qui appuie sur « vous avez vu comme ils changent, comme ils sont solidaires entre eux » au bout de 3 minutes. Bon, on y a du mal à y croire. Soit on regarde vraiment le programme au premier degré, comme je l'ai fait, et j'avoue avoir beaucoup ri parce qu'il y a quand même quelques zozos parmi les candidats, et vous vous marrez. Ouais. Et ben on va regarder. Garde à vous sur Garde à MC. vous. Qui a fait son service ici? Ouais. Oui. Axel, Et les filles. Bah non. Axel, ça a été dur pour Oui, vous moi ou pas je l'ai fait. Moi j'étais bidasse à Lyon et les classes, j'ai trouvé ça tellement dur que j'ai une pelade nerveuse. C'est véridique. Pelade Une pelade nerveuse. nerveuse. Elle a pas dit ses poils. Le choc de l'autorité m'a fait perdre mes poils. Oh bah dis donc. Ah bah, dis donc. bon Et Mais vous, les Jean-Philippe? Moi j'aime bien les T'as draps. besoin de se raser les cheveux, du coup. confortables. Ils ont repoussé depuis. Ah, moi j'étais au service de reportage de l'armée de l'air. Je me suis éclaté pendant un an. Ah, pistonné quoi. Pistonné. Non, pas du tout. Pas du Moi, tout. j'étais en Pistonné, 80, tu peux le dire. En 95, j'étais imaginé au service internet du ministère des Affaires étrangères. Ah, ça, oh, c'était c'est dur. planqué. Oh, les conditions climatiques étaient Alors là, effroyables. c'est un vrai planqué. Allez les amis, rideau sur le kiosque.